Bonjour Arlette. Merci de me voir, ça va et vous? Vous voulez un café? Ah, avec plaisir. J'ai ramené des petits financiers pour le café. Peut-être que je vais mettre un peu de rouge à lèvres quand même, un peu de coquetterie quand même, ça fait pas de mal. C'est pas parce qu'on a 90 ans qu'il faut pas être coquet. Je m'appelle Arlette Testiller, je suis née Rayman. Je suis parisienne jusqu'au bout des doigts et je trouve que c'est la plus belle ville au monde. J'ai eu une très belle enfance. J'ai eu une enfance choyée, entourée de parents qui s'adoraient, qui se sont connus vers l'âge de 14 ans, qui se sont mariés 10 ans après. Mon père a choisi la France, je crois qu'il est venu en France vers les 17-18 ans, et c'était un amoureux de la France. D'ailleurs, il s'est engagé, j'ai une photo de lui, il s'est engagé tout de suite en 1939, où il s'est engagé volontaire. Il s'est fait recenser parce qu'il était juif. On nous a saisi tous les biens, on a été spoliés. Mon père, lui, il a été pris par ce qu'on appelle la rafle du billet vert. C'est sur convocation. Il a reçu une convocation. Présentez-vous au commissariat de votre arrondissement pour vérification d'identité. Et il partait directement dans le camp de Pithiviers. Et du camp de Pithiviers, par le convoi numéro 4, direction Auschwitz, où il a été assassiné. Mais ma mère le suppliait, viens, on va se sauver en zone libre et tout ça. Et il lui disait, mais qu'est-ce que je risque? Les enfants sont français, j'ai fait mon service militaire en France et tout. Et ces dernières paroles ont été, et ça m'a frappée parce que moi, à 8 ans et demi, 9 ans, je ne savais pas qui c'était. Il me dit, mais qu'est-ce que je risque dans la France de Voltaire, de Diderot, de Zola? Je ne risque rien. D'ailleurs, quand on est venu nous arrêter, nous, à la rafle du Vélodrome d'hiver, avec ma maman et ma sœur, j'ai tiré ma maman par sa chemise de nuit à 6 heures du matin, en lui disant « Tu veux pas aller le chercher, le Diderot, le Voltaire ?» Moi, j'étais sûre que c'était des copains de mes parents. Ma mère faisait la navette, comme toutes les femmes, entre l'hôtel Lutetia et la gare du Nord, voir les trains qui arrivaient de déportés. Elle a rencontré quelques déportés qui lui ont dit non, l'attends pas, il ne reviendra pas, il est décédé. Et elle ne voulait pas y croire. Et jusqu'au jour où quelqu'un lui a dit, écoute, ne l'attends pas. On l'a vu partir à la chambre à gaz et il ne reviendra pas. Dans le camp de Pithiviers, il y avait des artisans. Et il y avait un artisan ébéniste qui faisait pour les enfants des cadeaux. Regardez, là vous avez ma photo, la photo de mon papa. C'est le bien le plus précieux. Alors je dis, s'il est dans une boîte à Hermès, mais c'est plus que de l'Hermès pour moi. Donc quand mon père est parti de Pithiviers en destination inconnue, puisqu'on ne savait pas où il allait, on pensait qu'il allait travailler, et ben nous, on nous a mis cette étoile jaune. Le matin, donc je vais à l'école, je rase un peu les murs, je ne suis pas très fière, je vais à l'école de Rue des Vertus. Mais on est bien accueillis. Il y a eu une directrice qui a été extraordinaire, qui a réuni comme tout le monde, toutes les filles dans la cour. On s'est mis en rang, puis elle a dit voilà, il y a des petites filles qui ont des étoiles, puisque j'allais à l'école laïque, qui ont des étoiles. Si j'entends la moindre réflexion, toute l'école sera renvoyée, elle sera punie. Donc je suis plutôt tranquille. Je sors de l'école à 4h30. Comme tous les jours, je me dis, bon, je vais prendre mes patins roulettes, je vais aller au square de la rue du Temple, puisqu'on habitait le quartier du Marais. Je vais jouer avec les garçons. Et je vais dans ce square, et tous les squares étaient toujours gardés par des gardiens pour ne pas abîmer les pelouses et des trucs comme ça. Et là, il y a le gardien qui m'arrête. Il me dit, regarde ce qui a été écrit. Et c'est là que j'ai vu cette pancarte interdit aux juifs et aux chiens. Et là, ça a été quelque chose de terrible, parce que autant je n'ai pas souffert, ma mère nous protégeait des événements, mais là, ça a été quelque chose de terrible. Je suis rentrée en hurlant, en pleurant à la maison. Donc à partir de cette époque, avec ma sœur, on a vécu un peu en vase clos.
plus du tout cet esprit de la France libre que je ressentais d'avant, même si c'était la guerre. Jusqu'au mois de juillet 42, où on est à la maison. Et là, il est 6 heures du matin, et il y a la police qui frappe à la porte avec des listes dans la main et qui disent, voilà, on vient arrêter votre mari, Abraham Rehman. Et maman leur dit, mais il a déjà été arrêté et il est même parti en destination inconnue et on ne sait pas où. Et eux le savaient très bien parce qu'avec leur liste, ils commencent à dire, c'est pas grave, c'est vous et vos enfants. Prenez des affaires et un peu de nourriture. Mais ma mère s'est battue comme une lionne. Elle ne voulait pas se laisser arrêter. Ça ne servait strictement à rien. Ils ont dit, dépêchez-vous. Et puis là, on est parti direction le vélodrome d'hiver. On nous a déversés dans ce vélodrome d'hiver comme des bêtes. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien qui avait été prévu. C'était, d'ailleurs, je le dis aux élèves, plus tard, s'ils apprendront ce que c'était que l'enfer de Dante, c'était dantesque. Je me souviens, je dis à maman, j'ai envie d'aller faire pipi. Et elle me dit, bon, écoute, tu vas avec le petit voisin, parce qu'on s'était regroupés sur les bancs en pierre, là, sur les marches en pierre du vélodrome d'hiver. Je garde les affaires et ça doit être en haut, tu vas trouver des toilettes. Et en montant, je sens l'odeur, je sens cette odeur. Moi, je ne connais rien de la vie à 9 ans. Les water, il n'y en avait pas, ils étaient fermés, ils étaient bouchés, il n'y avait pas d'eau. Les gens faisaient contre le mur, ils se cachaient pudiquement, soit derrière un vêtement ou une nappe ou quelque chose. Mais il y avait des femmes qui étaient réglées, indisposées, il y avait du sang partout, il n'y avait pas de change. Et moi, à 9 ans, je vois du sang partout. Et moi, je suis persuadée qu'on va tuer les gens. Et je me mets à hurler, on va tuer tout le monde, ils sont en train de tuer à tout le monde. C'était inhumain ce qu'ils ont fait. Comment on a pu laisser faire ça? C'était la police française. Je n'ai pas vu d'Allemand, on me demande souvent, est-ce que tu as vu d'Allemand? Non, il n'y avait pas d'Allemand. J'ai eu de la chance, si je suis là, c'est grâce justement à l'autre partie de France, la France que j'aime. Je suis quelqu'un de téméraire actuellement, vous savez, j'ai tout fait. Du deltaplane à ski, de la plongée sous-marine, plein de trucs. Mais je ne peux pas rentrer à la gare d'Austerlitz. Parce que je me souviens, ce mois de juillet, à la gare d'Austerlitz, où il fait très chaud, ils ont vidé la gare de passagers, il n'y a personne, que ces trains bestiaux. On est monté dans cet horrible wagon. Il n'y a pas de fenêtre, il y a ces portes coulissantes, mais il y a deux ouvertures, mais à la hauteur des naseaux des chevaux ou d'un grand adulte, mais ce n'est pas fait pour les enfants, pas pour les vieillards. On est entassés dedans et on nous bouscule dedans et on ne peut pas respirer. Et maman se met à crier, prenez un enfant dans les bras pour qu'il puisse respirer. Et je me souviens avoir été soulevée plusieurs fois. Donc on est arrivé au camp de Bonne-la-Rolande plutôt en meilleur état que peut-être que d'autres wagons. On allait dans le camp de Bonne-la-Rolande, il y avait les baraques que les hommes avaient quittées puisque c'était le même camp que Pithiviers. Ça a été l'horreur totale, vraiment l'horreur totale parce qu'il n'y avait rien, les femmes étaient complètement déboussolées, plus que déboussolées, elles étaient perdues. Ma mère n'a pas perdu son sang-froid. On y est resté pas quelques mois, je crois, parce que maman a fait valoir justement ses papiers, cet Ausweis qu'elle avait. Pourquoi elle avait un Ausweis? Parce qu'elle travaillait dans une usine qui possédait notre matériel qui avait été saisi, qu'ils avaient installé rue Martel. Et ma mère travaillait là-bas. On lui avait fait croire que si elle travaillait sur le matériel qui nous avait été volé, en fait, qu'on pourrait libérer mon père. Donc elle a fait valoir ça en disant, voilà, vous voyez, j'ai l'Ausweis, je travaille pour le gouvernement français, voilà, j'ai mon Ausweis, libérez-moi.
Et là, elle a inventé un énorme mensonge. Vous m'avez spolié, vous m'avez pris du matériel, mais j'en ai caché. Si vous me relâchez avec les enfants, ben, je vous dirai où c'est. Et elle est rentrée dans la baraque, et je me souviens, elle a dit dans la baraque, voilà, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai raconté. Je ne sais pas si ça va marcher, donnez-moi des enfants. Je dirais que c'est mes neveux et mes nièces. Si je suis relâchée, je pourrais peut-être en sauver quelques-uns. Et les mamans n'ont pas voulu donner d'enfants. Donc on est accompagné avec des gendarmes, on nous emmène à la gare de Bonne-la-Rolande. Et ça, le deuxième miracle, c'est que ce n'est pas des trains, des wagons à bestiaux, c'est un train normal. Le train démarre et les gendarmes s'en vont. Et on se retrouve toutes les trois là. Et ma mère a une idée de génie en disant, quand le train va s'arrêter, vous allez sortir, vous vous mettrez entre les rails et je vous récupérerai. On est rentré après à Paris. Bien sûr qu'il n'y avait pas de matériel, bien sûr qu'elle n'avait rien caché, bien sûr qu'on n'a pas passé à la préfecture pour récupérer les papiers. Et puis on a vécu caché comme ça. On est retourné du côté de la rue du Temple, chez des voisins, jusqu'à ce que ma mère trouve ce qu'on appelait une planque, enfin une cachette pour nous cacher. Et je me souviendrai toujours. J'ai vu arriver une petite femme, elle n'était pas très grande, la Jeanne, un peu rondouillarde. Elle nous a pris par la main et elle nous a emmenés à Vendôme. On a été accueillis chez des gens, vous ne pouvez même pas imaginer. C'était des gens simples. Il paraît que je ne mangeais pas, que j'étais maigre comme un clou. Elle dit, il faut que je la fasse grossir. Elle m'a nourrie avec du beurre, avec du lait, avec de la crème. On a vécu chez eux sans papier, sans rien du tout, comme des pirates en fait, mais heureux. On ne nous posait pas de questions, on était comme tout le monde. J'étais petite, j'étais menue, j'étais blonde, et un Allemand qui m'avait pris en sympathie. Même un jour, il est parti en permission, il m'a rapporté une poupée. S'il avait su que c'est pour un enfant juif. Bon, enfin bref. Je crois que les 3 derniers mois avant la fin de la guerre, la Jeanne ne pouvait plus nous garder. Elle a retrouvé des traces de ma mère qui se cachaient dans des fermes avoisinantes où elle s'était engagée. Vendôme est une ville magnifique. C'est un peu vallonné et il y a des grottes énormes. Donc on s'est caché dans les grottes. Ma mère nous a emmenés dans les grottes. Ça fait des kilomètres, ces grottes. Elle a pris chez les paysans, elle a trouvé des sacs en jute. Elle a rempli de paille. Et on a dormi dans les grottes jusqu'à la fin de la guerre. Et je me souviens très bien, c'était dans l'après-midi, on a entendu des cloches qui sonnent. Et c'est la maman qui nous a pris dans les bras en disant « c'est la fin de la guerre ». Et à sa mort, on était orphelines toutes les deux, pas de père, pas de mère, pas de famille. Et elle s'était tellement battue pendant la guerre pour nous sauver, pour nous sortir du camp de Bonne-la-Rolande et tout ça, qu'elle n'avait plus le goût de vivre et elle a eu un malaise. On a été la voir à l'Hôtel-Dieu et elle se plaignait, elle avait mal à la tête. Et elle dit « je veux voir papa, je veux voir papa ». Et ces dernières paroles, je la vois encore, je vois surtout ma sœur à côté du lit qui la secoue parce que maman lui dit « demain je serai avec papa ». Et ma sœur l'a secouée en disant « mais maman, nous on est là, nous on est là ». Elle dit « non, demain je serai avec papa ». Et elle s'est laissée mourir comme ça. J'espère qu'elle l'a retrouvée, qu'elle est heureuse. Difficile. Je témoigne beaucoup d'élèves des fois. Des fois ils sont 100, des fois ils sont 200, des fois ils sont que 80. Mais je ne dis que si seulement 10% de ceux qui vont regarder la vidéo, 10% de ceux qui entendent le témoignage que moi je fais, seulement 10%, plus tard, diront face aux révisionnistes et qui vont dire, comme ils disent encore, « Oh, la Shoah, non, ça n'a pas existé, non, ils n'ont pas tué des Juifs, il n'y avait que des poux et tout. » Mais qu'eux disent, « Non, je les ai vus, je les ai entendus, ça a existé. »
c'est déjà une chose. Et s'il n'y a pas 10% qui retiennent de ce que je fais depuis plus de 20 ans, je me demande ce que j'aurais fait. Parce que si je ne le fais pas, ils meurent une deuxième fois. Tous mes petits amis, Régine Blonde, 3 ans, qui habitait mon immeuble, Lazare, 11 ans, qui habitait mon immeuble, je jouais tous les jours avec eux. On va les oublier. C'est pour pas qu'on les oublie. Il ne faut pas oublier ça.